vous savez que le fait de laisser des récipients avec de l'eau au niveau de vos ménages peuvent justement donc entraîner le paludisme? Oui, des récipients remplis d'eau, des pneus avec de l'eau à l'intérieur, des boîtes de tomates, donc pas de tomates avec de l'eau, où les moustiques viennent s'abreuver et y rester. Et figurez-vous, ce sont ces moustiques-là qui vont vous piquer les membres de votre famille et entraîner le paludisme. C'est un peu ça le processus au niveau donc du paludisme et surtout de la contamination et disons donc du fait que vous pouvez attraper facilement le paludisme parce que vous manquez d'hygiène à la maison. En tout cas, on va voir les conseils et avoir les conseils donc d'un spécialiste aujourd'hui à travers notre entretien d'aujourd'hui. Puisque le SP Palu est notre invité, on va d'abord parler du paludisme, donc les causes, les conséquences, le mode de transmission, donc et puis bien sûr vous donner les conseils pratiques pour justement aménager vos ménages, vos maisons pour éviter le paludisme. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Et aujourd'hui c'est vendredi, donc vous aurez droit à la chronique sécurité routière, vous aurez droit également à la chronique les rendez-vous du week-end, mais avant ça, nous retrouverons le directeur de l'information qui va passer ici pour nous informer à travers la revue de presse. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Et pour cette saison pluvieuse qui s'annonce, nous souhaitons donc un peu de palu pour vous tous. Donc, pour ne pas dire pas du tout de paludisme pour vous, afin que nous puissions donc sauver des vies. Merci de votre fidélité, merci de votre attention. Et vous le savez, la première rubrique de cette émission, c'est à la découverte d'eux. Donc, on y va et puis on revient. Bien sûr, la rubrique à la découverte d'eux nous conduit au niveau donc de Lumbila. À Lumbila, nous découvrons donc l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Et c'est dans la rubrique à la découverte d'eux. On poursuit, pour ne pas dire, on termine cette semaine avec les témoignages concernant l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Nous avons tendu le micro à des sœurs de l'orphelinat et également à des anciens pensionnaires qui ont réussi. Donc on fait le récap des témoignages et puis on revient. CAER, c'est le centre d'accueil des enfants en détresse. Ça a vu le jour en 1995 dans la région de Gulungu. En 1995, mes consoeurs de l'eau vive étaient parties dans les visites des familles. Il y a une qui vient de Gulungu, donc elle était répartie avec les autres consoeurs qui ne sont pas du Burkina pour rendre visite à des personnes, et entre autres sa famille. Et dans la famille, elles arrivent, on leur parle d'une petite fille qu'on voudrait donner en mariage, mais le papa lui-même ne veut pas. Après, elles ressortent, il y a d'autres situations. Donc finalement, elles ont décidé d'accompagner cette petite. N'ayant pas de lieu, ce n'est pas en communauté qu'on pouvait amener une petite de quelques années pour l'accompagner. Donc la famille soit là à Gulungu, qui est la famille de notre consoeur, accepte d'accompagner cet enfant avec le soutien des travailleuses missionnaires. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'accompagner. Ensuite, il y a eu d'autres enfants qui étaient dans des besoins aussi, dans des situations difficiles, entre autres des orphelins dont on a demandé aux travailleuses missionnaires d'accompagner. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a eu des enfants qui sont venus sous la protection des travailleuses missionnaires. Et c'est grâce à la famille Swala qui a accepté en son temps d'accueillir ces enfants. Et progressivement, le nombre a grossi, étant dans une concession familiale, avec toutes les conditions nécessaires qu'il fallait pour un grand nombre d'enfants. Donc ce n'était plus possible de pouvoir garder tous les enfants dans la concession familiale. Et c'est comme ça qu'elles ont été, donc les premières travailleuses missionnaires ont été à la recherche d'un terrain où on pourrait construire et puis pouvoir accueillir un plus grand nombre. Et elles ont fait les démarches ici à Lumbila. Les propriétaires terriens ont accepté de nous concéder ce terrain qu'on a pu construire. Et on a une dimension de 13 hectares et demi, qui permet d'avoir toutes les structures possibles, donc le logement des enfants, le réfectoire, l'école, l'infirmerie, la boulangerie et la ferme spiruline qui est aussi une algue cultivée. Vous avez eu déjà l'explication là-dessus pour pouvoir aider à la nutrition des enfants. La ferme animalière aussi, pour produire
de quoi pour subvenir aux besoins des enfants. Depuis 2001, les choses se mettent progressivement en route. Bon, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire parce que les besoins sont toujours là, malheureusement. Bon, les difficultés, c'est que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas une chose simple. Voilà, donc ça, c'est une première difficulté. Un enfant, même si ici, bon, c'est des enfants en détresse, d'autant plus. Voilà, donc c'est encore un plus dans les difficultés. Ils ont besoin de tout, comme tous les autres enfants, l'accès à la santé, à l'éducation et tous les autres loisirs dans la mesure du possible. Donc le centre essaie, dans la mesure de ses possibilités aussi, de répondre à ces besoins. Mais heureusement pour nous qu'il y a des amis, il y a des bienfaiteurs qui acceptent aussi de nous aider, de nous appuyer. Il y a des aides ponctuelles ou bien des personnes qui sont régulières aussi. Voilà, tout ça, ça contribue aussi à répondre aux besoins des enfants. Et puis notre souhait, c'est que ces enfants aussi puissent profiter le maximum possible et pouvoir aussi s'épanouir dans la société. L'orphelinat accueille des poupons, donc les bébés, voilà, jusqu'à au moins 15 ans, donc jusqu'au CM2, 12 ans, 15 ans. D'autres enfants repartent avant. Voilà, ceux qui ont il y a des enfants qui sont placés pour 2 ans. Donc ces enfants-là repartent avant d'atteindre. Bon, ceux qui n'ont pas la possibilité aussi, le centre essaie de les accueillir, de les accompagner jusqu'au certificat au moins. Après, le fonctionnement, il y a la partie administrative, il y a la partie boulangerie que nous avons vue, il y a l'école. Et tout ça, c'est un ensemble. On essaie de se répartir les tâches avec l'aide des tantis pour les bébés, avec l'aide d'autres tantis aussi pour accompagner les plus grands. Parce que même si ils sont un peu plus grands, mais voilà, vous avez des ados dans vos familles, vous savez ce que c'est. Voilà, et aussi à la boulangerie avec des employés. Il y a un peu ces différentes répartitions pour nous aider aussi à gérer cet ensemble. En général, ils sont placés avec l'aide de l'action sociale. Voilà. Et quand un enfant est dans les besoins, en général, les familles appellent soit l'action sociale, soit directement ici. Mais s'ils appellent ici, on les réfère à l'action sociale parce qu'il y a une enquête qui est faite avant de placer un enfant. Donc, les choses se passent de cette façon. Il n'y a pas de période. Ça peut venir, il y a des années, par exemple, que ça peut venir 2, 4, 5. Il y a d'autres années, c'est moins. Ça varie. Et comme nous ne sommes pas les seuls centres, il y a d'autres centres aussi. Donc, ça dépend aussi des zones, voilà, où on se situe. Donc, si dans la zone ici, il y a des difficultés, il y a des enfants qui sont en situation difficile et que dans les autres CAED, ils sont déjà en nombre suffisant, ils peuvent se référer, demander notre accompagnement. Elles avaient accompagné jusqu'au collège, au bac, étant dans la maison. Donc de là, ils allaient au collège. Petit à petit, on a vu que la gestion était assez difficile. Et on n'arrivait pas, on a jugé de pouvoir accompagner jusqu'au CM2 et pouvoir les suivre pour ceux qui ont encore des attaches familiales où ils peuvent s'insérer. Et comme ça aussi, ça les fait une insertion dans la société. Et le centre, dans la mesure de ses possibles, continue de les accompagner. Par rapport aux besoins, les besoins sont toujours là. On essaie avec l'appui de nos partenaires, de nos bienfaiteurs, de les accompagner. Maintenant aussi, le retour. Souvent, il y en a qui reviennent par surprise, oui. Il y a d'autres aussi qui reviennent pendant les vacances pour pouvoir passer un temps, un mois, quelques semaines avec leurs petits frères et sœurs et puis repartir pour la rentrée. Et en ce moment, le centre essaie de procurer pour la scolarité ou bien les fournitures pour qu'ils puissent repartir pour la rentrée. Donc il y a quelques-uns qui passent régulièrement aussi. Nos projets, par exemple, on voudrait bien davantage éclairer la concession que vous voyez, surtout aux alentours où vont les enfants. Parce que c'est vrai, on a un grand terrain, mais aussi il y a pas mal de reptiles.
Et ça, c'est un souci. Quand ils sortent, voilà, on est toujours inquiet que quelque chose arrive. Donc, le projet d'éclairer un peu plus notre propriété autour des concessions. On a aussi le projet dans la mesure du possible, de faire le collège pour que ces enfants qui vont la plupart jusqu'au CM2 puissent aussi, dans la mesure du possible, continuer jusqu'au BPC au moins. Voilà. Parce que quand ils quittent ici, après le CM2, pour ceux qui ne repartent pas tout de suite, le centre doit quand même continuer de les soutenir dans la mesure de ses possibilités pour que ces enfants puissent avancer le plus possible dans la scolarisation. Nous sommes avec Elhaj Smail Arabo, donc directeur de l'information de Savane Média. Bonjour Elhaj, bienvenue. Bonjour, merci Abzeta. Bonjour à vous tous, bonjour à vous tous. Alors, on va découvrir ce que nous réserve l'actualité. À commencer par Sidoya. Le quotidien d'État Sidoya affiche à sa une Burkina, États-Unis. Le président Donald Trump dépêche un émissaire à Ouagadougou. Trafic routier, les tarifs du péage inchangés, sauf pour les poids lourds. Dans Chronique, on peut lire être un homme. Examen scolaire et professionnel 2025, le gouvernement à pied d'œuvre pour une organisation réussie. Nathalie Yamb, panafricaniste, l'invité de la rédaction, je vois l'AES comme le socle de l'envol de l'Afrique, c'est allié en supplément de citoyens. Agression d'une femme à la pioche, sur l'état mental du mis en cause, aucun document médical ne corrobore. Procureur Lamine Kaboré. Accès au mémorial Thomas Sankara, 1000 francs par adulte, 500 francs par enfant. Discours de haine et de violence via les réseaux sociaux, les auteurs d'expressions d'intolérance religieuse seront punis. Foire aux semences de variétés améliorées de plantes, la 16e édition s'ouvre aujourd'hui. Passons à l'Express du Faso qui vient de Bobo du Lasso, célébration de l'Ascension à Bobo. 100 enfants ont reçu le sacrement sur le territoire de la paroisse cathédrale. Dans la rubrique Autant le dit, message d'intolérance religieuse, de haine, ça va nous rattraper. D'Afrafoot Awa 2025, qui de Badra Ali, de Memel ou de Jacques Pantoulou va décrocher l'or. Vrai ou faux, Trump dépêche un émissaire à Ouagam. Examen scolaire 2024-2025, où est le taux de succès minimum attendu est de 85%. Moon, tout est mis en œuvre pour qu'il se déroule bien, environ 26 milliards de francs CFA pour l'organisation. Fête de l'Ascension 2025, symbole d'une espérance en des lendemains meilleurs, capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Passons au journal Le Pays. Examen et concours scolaire 2025, plus de 26 milliards de francs CFA mobilisés. Dans Popouri, Ascension 2025, le message du président du Faso. Mémorial Thomas Sankara, voici les tarifs et les conditions d'accès. Pour outrage public à la pudeur, un artiste et musicien devant la justice. Péage routier, les tarifs inchangés, sauf pour les poids lourds. Banque africaine de développement, le Mauritanien Sidi Ould Data, élu président. Le nouveau président sera-t-il à la hauteur des défis? Point d'interrogation, message incitant à l'intolérance religieuse, la mise en garde du gouvernement. Conseil des ministres Profarm SA, Yembouani Bonaventure va nommé DG. Actu Sport, la vive réaction d'Amad Diallo après son geste polémique avec Manchester United. Continent noir-occident, les ravages de la démocratie en terre africaine, c'est ce qu'on peut lire ce matin à la une du journal Le Pays. Aujourd'hui, au Faso à présent, présidence de la BAD, le Mauritanien Sidi Ould Data décroche la timbale. CEDEAO bye bye AES 50 ans et 4 divorces. Examen scolaire 2025, plus de 26 milliards de francs CFA injectés. Conseil des ministres, les tarifs du péage routier inchangés, sauf pour les véhicules poids lourds. Dans News du VSD de aujourd'hui au Faso, on retient le groupe Champi s'empare de la Bessim Mali. Entre Goïta et Sadio, il y a Foyi. Et puis, IB souhaite une bonne fête de l'Ascension aux chrétiens. Le ministre Sana au commandement de la vidéoprotection.
Coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis, le président Trump dépêche un émissaire à Ouagadougou. Passons au quotidien. Le quotidien, examen scolaire 2025, 338 565 candidats au CEP, 206 136 au BEPC et 112 868 au bac. On peut lire aussi le compte-rendu du Conseil des ministres dans le quotidien aujourd'hui et puis huile de coton. L'ANSEAD sensibilise les acteurs pour des pratiques de production plus hygiéniques. Danding d'intérêt, attentat à la pudeur, un artiste et musicien interpellé, agression à la pioche sur une dame à Boquin, le présumé auteur poursuivi pour tentative de meurtre. Mémorial Thomas Sankara, l'accès aussi désormais payant. Assemblée annuelle de la BAD, le Mauritanien Sidi Ouldata succède à Akeoumi Adesina. Dernier titre à retenir, coopération sino-burkinabé en fin de mission, l'ambassadeur Lushan fait ses adieux. Terminons avec l'observateur Palga. L'observateur Palga qui a à sa une lettre pour l'AI à la page 6, comme tous les vendredis, incitation à la haine religieuse contre prêche du gouvernement. L'ex-ministre Salifo Tientore devant les juridictions, une héroïne nommée Dina Poda. Une jeune fille plume son amant de 67 ans, c'est-à-dire dans une lettre pour l'AI. Musique burkinabé, dimanche, Smartiva à la conquête du casino de Paris. Coopération Burkina-USA, le président Trump dépêche un émissaire à Ouagadougou. Examen 2025, l'État burkinabé muscle son organisation. Et dernier titre, la BAD a un nouveau président. On compte sur toi. Sidi Setali dans Regard. Merci bien Elage pour ce titre. Et l'actualité, c'est notamment l'heure des préparatifs aux examens du BPC et du CEP pour le moment. Oui, à commencer par CEP et BPC. Mardi prochain déjà, c'est le 3 juin. Le bac viendra après. Et le journal Le Quotidien nous donne les statistiques. Ce sont 338 565 candidats à l'examen du CEP. Il y a une baisse de candidats. Et puis au niveau du BPC, c'est 206 136. Et puis au niveau du bac, 112 868. Les deux ministres en charge de l'enseignement, le ministre Jacques Sossen Dengara, de l'enseignement de base et le docteur Bouakar Sawadogo, ministre de l'enseignement secondaire, ont animé conjointement une conférence de presse pour rassurer que les préparatifs vont bon train, tout est fin prêt et que ce sont pas moins de 26 milliards de francs CFA qui seront mobilisés pour les examens scolaires. Vous savez que les examens scolaires coûtent cher. C'est pourquoi il y a quelques années encore, on pensait à supprimer l'examen du CEP pour économiser de l'argent. Parce que de moins en moins, on voit à quoi ce diplôme-là peut servir quand on cherche un emploi. Mais bien entendu, ce n'est plus à l'ordre du jour. Les deux ministres ont expliqué que au niveau de l'examen du CEP, il y a une baisse du nombre de candidats pour ce qu'on sait à cause de l'insécurité. Et par endroit, les enfants n'ont pas pu terminer leur cursus totalement pour pouvoir se présenter comme candidat à l'examen du CEP. Mais il n'empêche, les préparatifs sont tels que les ministres assurent que tout va bien se passer. On sait aussi que les années passées, ce qui a pu poser problème, ce sont les logiciels de calcul des notes et de proclamation des résultats. Je crois que chaque année, ça s'améliore. Et les informaticiens des départements ministériels travaillent à faire en sorte que les examinateurs soient assez rodés pour bien gérer ces logiciels. En dehors de cela, les choses sont plutôt rassurantes, surtout que les deux ministres ont dit que côté sécurité, ils entendaient remercier infiniment les autorités en charge de la sécurité qui ont tout mis en œuvre pour que ces examens-là soient sécurisés. Donc on attendra mardi. C'est ça, bonne chance. Voilà, à tous les élèves, aux examens du CEP, du BPC. Et on viendra après au bac, voilà. Pour les plus grands. Pour les plus âgés, voilà, c'est ça. Alors, Elage, nouvelles conditions d'accès pour le mémorial Thomas Sankara. Oui, vous savez que le mausolée a été inauguré le 17 mai, date historique d'ailleurs, qui rappelle le 17 mai 1983, on en a parlé par le passé, et ça coûtait encore de l'argent. Voilà.
Et vous savez qu'après cela, comme les panafricanistes, tous ceux qui soutiennent le Burkina, son élan révolutionnaire et qui sont les héritiers du président Thomas Sankara, ont profité de l'occasion pour se concerter à Ouagadougou et pour refaire le débit de construction du mémorial. Et c'est pas moins de 177 milliards de francs CFA qu'il faut pour boucler l'ensemble des ouvrages qui sont prévus. Parce que ça va être je vais dire, une gigantesque œuvre qui va rappeler non seulement Thomas Sankara, mais qui va être aussi un grand site touristique, qui va rappeler beaucoup de choses, mais qui va être aussi un lieu de vie, d'apprentissage, de concertation, donc il ne faut pas que seulement les gens voient l'héritage de Thomas Sankara sur le site. Il faut qu'ils voient comme une infrastructure, je sais pas, c'est comme le quartier Ouaga 2000, qui est un quartier à la fois, je vais dire, historique, touristique, mais aussi utilitaire, puisqu'on y mène de nombreuses activités. La salle des banquiers est utilisée tout le temps, la salle des conférences. Voilà, donc ce site-là va être à l'image de quelque chose comme ça. C'est-à-dire pour n'importe quelle activité, on pourra demander le site pour... Voilà. Mais en même temps, en nous souvenant toujours que c'est l'héritage de Thomas Sankara qui a permis de faire ça. Donc quelque part, il n'y a pas de manque à gagner en tant que tel en construisant une telle infrastructure, parce que à terme ça va être rentabilisé d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi les responsables du CIMTS, le Comité international du mémorial Thomas Sankara, et les responsables du projet de construction des infrastructures ont animé une conférence de presse pour fixer les nouvelles conditions. Il y a des conditions, je vais dire, administratives et sociales, on va dire plutôt morales, et puis il y a des conditions pécuniaires. Voilà, les conditions administratives, morales, sociales, là, bon, c'est de demander officiellement à venir visiter le mémorial Thomas Sankara. Donc, écrire une lettre quand vous êtes une association, un service, une institution, un groupe de touristes. Voilà, ça c'est la condition administrative. Ensuite, il y a des conditions morales, sociales, c'est-à-dire qui consistent à l'engagement à respecter ce lieu de sépulture-là, qui est un lieu où repose effectivement le grand président Thomas Sankara. Il faut respecter ces conditions. Et puis après, il y a les conditions pécuniaires que les gens voient plus que les autres conditions, alors que les autres conditions sont tout aussi importantes. Les conditions pécuniaires, c'est pour les adultes individuellement pris, c'est 1000 francs pour avoir accès au mémorial Thomas Sankara. Quand on dit au mémorial Thomas Sankara, c'est plusieurs infrastructures aujourd'hui. Aujourd'hui, essentiellement deux. C'est la statue du président Thomas Sankara, là où le président Thomas Sankara est représenté. Et puis il y a le mausolée qui vient d'être construit. Ce sont les deux infrastructures. Et puis après, il y a le bureau où le président Thomas Sankara a été assassiné, le bureau, le bâtiment Burkina. Et tout ça, c'est sur le même site. Et puis après, il y a les infrastructures annexes, restaurants et tout ce que vous voulez. Mais tout ça là va être reconstruit après. Et pour les adultes qui viennent maintenant en groupe, au moins 20 personnes, les prix diminuent. Là, ça passe à 750 francs. Et puis pour les enfants, quand ils sont au moins 20 en groupe, ça passe, je crois, à 250 francs. Si je ne m'abuse. Maintenant, ça, c'est les nationaux. Les nationaux. Voilà. Maintenant, pour les internationaux, pour les touristes qui viennent de l'étranger, c'est 3000 francs par personne. Voilà. Et le comité a dit expressement que c'est ouvert à partir de maintenant jusqu'au 1er novembre. Le 1er novembre, le site va être fermé pour désinfection et puis rouvert un peu plus tard pour que les gens reprennent les activités. Je sais qu'en tout cas, quand la statue a été érigée, il y a quelques années encore, quelques mois après, le mémorial Thomas Sankara était le site touristique le plus visité du Burkina, vous vous en souvenez. Bon, c'est vrai qu'il y a la proximité avec tout ce qui est activité touristique, tout ce qui est passage d'étrangers au Burkina, élèves, étudiants, voilà. Parce que Ouagadougou, c'est le centre des affaires, des activités administratives, commerciales et autres. Donc, ça facilite l'accès aussi du mémorial Thomas Sankara. Mais il y a aussi ce que représente même le chef de l'État qui a gouverné de 83 à 87. Donc, on imagine qu'avec la construction du mausolée, ce site-là va davantage être visité. Mais il n'y a pas que, il y a les autres sites touristiques du Burkina Faso qui ont besoin d'être
visités, qui ont besoin d'être vus, qui ont besoin d'être enseignés, surtout aux enfants et aux jeunes. C'est important. Oui. Troisième sujet, le ministre en charge des libertés et du culte met en garde les auteurs de discours de haine. Oui, le ministre d'État Émile Zerbo de l'administration territoriale de la mobilité a dû produire finalement un communiqué pour mettre en garde les uns et les autres. Avant cela, il y a à peu près 8 jours, il a eu un échange avec les autorités religieuses et coutumières, en particulier de la communauté des musulmans et des coutumiers. C'était pour leur parler des discours qui ont été véhiculés un peu avant, pendant le 15 mai et puis après le 15 mai. On dirait que l'institution de cette nouvelle journée fériée-là suscite beaucoup de désapprobation ou du moins de réactions, les unes positives, les autres relativement négatives. Bon, peut-être parce que c'est nouveau. Parce qu'on ne voit pas le même débat sur les autres jours fériés consacrés par les fêtes chrétiennes et musulmanes, par exemple. Voilà, dans l'année, il n'y a pas moins de 3 jours fériés pour les fêtes musulmanes, pour les fêtes chrétiennes, pas moins de 5-6, voyez-vous, mais ça ne pose pas du tout de problème. Maintenant, pour le 15 mai, étant donné que c'est la deuxième édition qui a été vécue cette année, bon, ça fait déjà beaucoup de bruit. Ça n'aurait pas demander de la part du ministre une réaction aussi vigoureuse si c'était juste des réactions pour dire oui, l'État n'aurait pas dû choisir la date pour les coutumiers, l'État aurait dû laisser les coutumiers même choisir leur date. Bon, peut-être que ça, c'est soit dit en passant, peut-être que l'État a dû accompagner les coutumiers pour choisir les dates parce que les coutumiers ou la religion traditionnelle paraissaient en retard par rapport aux autres. En ce moment, il faut un coup de pouce pour, sinon, en situation d'État laïque, l'État n'a pas aidé ou à ne pas aider une telle ou telle religion. Toutes les religions sont pratiquées dans les limites du respect de la loi et l'État constate que les uns et les autres respectent la loi sans choisir d'aider un tel ou un tel autre. Maintenant, pour la fête coutumière traditionnelle qui a finalement fait l'objet d'une date le 15 mai en 2024, bon, l'État a dû participer, je crois, aux échanges, aux concertations, etc. Mais pas plus. Ça ne donne pas le droit aux gens de dénigrer d'autres religions et voilà. Ça peut même nuire à la cohésion sociale, mettre en péril notre vie ensemble et c'est pourquoi le ministre d'État Émile Zerbo a tapé du poing sur la table après avoir rencontré les leaders religieux et coutumiers là, il y a 8 jours. Il a fait un communiqué pour dire qui que vous soyez, si vous attentez à la cohésion, au vivre ensemble, à la paix, à la sécurité, vous allez devoir répondre devant les tribunaux. Et c'est le magistrat qui parle. On termine par le sujet, donc en lien avec la BAD qui a un nouveau président. Et vous savez que les assemblées annuelles de la BAD sont tenues à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ces derniers jours-là. Soit dit en passant, ça a fait l'objet de la mobilisation des pays africains, de tous les pays africains, étant donné même que la BAD va au-delà de l'Afrique, c'est 81 pays qui sont membres, dont la France, l'Espagne, etc. Ça a mobilisé pratiquement les délégations de tous les pays d'Afrique. Donc le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire a reçu le premier ministre nigérien, Mahaman Lamine Zeine. Et puis, il y a eu du bruit autour. C'est comme s'il était allé pour négocier quelque chose. Il n'en était rien. En tout cas, les Nigériens ont dit qu'ils ne sont pas allés négocier quoi que ce soit. En fait, leur premier ministre était anciennement, jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre, il était représentant de la BAD à N'Djamena, au Tchad. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment un cadre de la BAD. Il a représenté la BAD au Gabon, il a représenté la BAD en Côte d'Ivoire, il a représenté la BAD au Tchad. Donc, son expertise, même probablement, avait besoin d'être exploité à cet endroit-là. Maintenant, les assemblées annuelles de la BAD se sont déroulées là-bas et ça coïncidait aussi avec la fin du mandat de l'actuel président de la BAD, le Nigérian Dr Akinwumi Adesina, qui a fait 2 mandats de 5 ans. Donc, il a fait 10 ans, il ne peut plus aller au-delà. Les candidatures étaient ouvertes, il y avait de la Mauritanie, il y avait du Sénégal et finalement, c'est le Sénégalais Sidi Ould Tah, 60 ans, qui a obtenu 72% des voix, alors qu'il y avait face à lui 4 autres candidats, ils étaient 5. Il a eu à lui seul 72% des voix. On dit qu'il a obtenu, en dehors des voix en Afrique là, qui étaient massives,
il a obtenu le soutien de l'Espagne et de la France, qui sont aussi des contributeurs de la BAD, qui permettent de financer les grands projets dans nos pays jusqu'à présent. En fait, qui il est? C'est un économiste chevronné, d'après ceux qui le connaissent bien. Il a été ministre des Finances de la Mauritanie pendant longtemps, pas moins de 7 ans, sous les régimes passés. Mais il se dit que déjà à 31 ans, il était déjà très actif et il était déjà à Khartoum, à la tête de l'autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole. C'est après cela qu'il a fait la Banque islamique de développement, la BID, où il était conseiller du président. Et puis plus récemment, il était directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA. En fait, il paraît qu'il n'a même pas bâti campagne très longtemps parce que comme il était à la tête de la BADEA, il n'a pas voulu, et en plus discret qu'il est, il n'a pas voulu faire beaucoup de bruit autour de sa candidature. C'est en avril seulement en janvier, il a déposé sa candidature et c'est en avril qu'il a vraiment pris la parole pour défendre sa candidature. Mais au regard de son expérience, je crois que les gens lui font confiance pour qu'il apporte du sang neuf à la BAD et il permet de financer davantage de projets d'infrastructures, notamment dans nos pays. Merci bien, Elhadj. Merci. On va maintenant découvrir ce que nous réserve Dame Nature ce matin. C'est parti pour la météo. Devant pour vous, Monsieur Émile Sorgo. Il est conseiller de santé au département prise en charge et prévention médicamenteuse au SP PALU, donc entendez par là secrétariat permanent pour l'élimination du PALU. Bonjour à vous, Monsieur Sorgo. Bonjour madame. Bienvenue à nouveau sur notre plateau pour encore éclairer davantage le public, surtout à l'approche donc de la saison hivernale, parce que c'est important, c'est la saison aussi ou la période du paludisme. Effectivement, oui. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Sorgo, un mot quand même sur le SP PALU. C'est quoi le travail du SP PALU? Le SP PALU, c'est une direction technique du ministère de la Santé. Il est chargé d'élaborer des directions et d'implémenter toutes les interventions rentrant dans le cadre de lutte contre le paludisme. Il est composé de 6 départements. Il y a un département. On va vous inviter à parler un peu plus fort, on ne vous entend pas très bien. J'ai dit il est composé de 6 départements. 6 départements. Oui, il y a un département chargé de la communication, un département chargé des finances, un département chargé de la prise en charge et de la prévention, et un département aussi chargé de la planification et du suivi, évaluation et la recherche. D'accord. Voilà. Et bien sûr, vous êtes du département prévention médicamenteuse, prise en charge de prévention médicamenteuse. Alors, Monsieur Sorgo, c'est quoi le paludisme? Le palu, c'est une maladie fébrile aiguë qui est due à un parasite transmis par un moustique appelé Plasmodium. Et il se développe en 2 phases ou 2 types de palud. Il y a le paludisme simple et le paludisme grave. Et c'est surtout le paludisme grave qui entraîne les décès. Voilà. C'est une maladie évitable et on peut guérir du paludisme. D'accord. Donc, à faire la différence aussi avec la dengue, parce qu'on entend souvent l'amalgame aussi. Effectivement, le palu est différent de la dengue. J'ai bien dit que le paludisme est dû à un parasite du moins appelé Plasmodium, qui est transmis par un vecteur qui est le moustique, alors que la dengue est transmise par un moustique, mais le vecteur est un virus. La différence est le parasite et le virus. Donc on ne peut pas dire que la dengue est un palu. Ok, on ne peut pas dire donc palu-dengue. On ne peut pas dire palu-dengue. C'est soit la dengue, soit le palu, ou le bien palu. On peut avoir l'association paludisme et dengue. Ok, super, merci bien. Alors, c'est l'occasion pour nous aussi de faire l'état des lieux du paludisme, de la situation du paludisme au Burkina. Qu'est-ce qu'on retient, M. Sorgo? Je dirais au Burkina, le paludisme demeure toujours un problème de santé publique. Et si vous regardez les statistiques, il demeure toujours la première cause de consultation, d'hospitalisation, mais aussi de décès.
Et si nous devrons regarder les statistiques, depuis 2021, nous pouvons dire que le nombre de cas diminue, mais pas assez. En 2021, on avait près de 569 cas pour 1000 habitants. Et actuellement, en 2024, on a eu 458 cas pour 1000 habitants. Donc, on voit que la courbe baisse, mais pas suffisamment. Ah, quand même, c'est... D'accord. Et on revient sur les causes du paludisme. Qu'est-ce qui peut entraîner le palud? Le palu, vous le savez, c'est dû aux piqûres des moustiques et surtout l'anophèle infectée qui transmet le paludisme. Mais tout ça, c'est entouré d'un environnement propice. C'est-à-dire, si on a les eaux stagnantes, ça favorise la prolifération des moustiques. Il y a également l'absence de prévention. Si vous n'adoptez pas les mesures préventives, vous pouvez facilement tomber du paludisme. Il y a les conditions aussi socio-économiques précaires et enfin on note des résistances aussi aux médicaments et aux insecticides. Et tout ça peut favoriser la survenue du paludisme. D'accord. Donc il faut faire attention comme quoi l'homme aussi est responsable. Effectivement. Alors, merci beaucoup, M. Sorgho. Avec la complicité de la réalisation, on va marquer justement une petite pause et puis on se retrouve juste après. Nous sommes de retour sur ce plateau et aujourd'hui, nous sommes avec le SP Paludisme, donc pour vous donner les conseils pratiques et les conseils visent à vous amener à éviter le paludisme. On a parlé des causes, M. Sorgho, et les causes, vous l'avez dit, donc il y a bien sûr la piqûre de moustique, mais dû aussi à souvent notre cadre de vie qui n'est pas tellement agréable, parce que c'est l'homme aussi qui est au centre souvent donc de cette cause-là. Maintenant, les causes du paludisme, il faut bien sûr qu'on aborde les conséquences. Effectivement, le palud engendre beaucoup de conséquences. Et ça peut être quoi comme conséquence? D'abord, il y a certains signes graves, genre l'anémie. Il y a aussi les convulsions. On peut avoir des pertes de connaissance. Et ensuite, il y a aussi les retards de croissance, surtout chez les enfants. Et même chez le fœtus étant dans le ventre de la mère, on peut avoir un retard de croissance. Il y a également les baisses de productivité chez les adultes. Et ensuite, on peut avoir les absences scolaires. Si l'enfant a le paludisme, il peut s'absenter au niveau de l'école. Il y a aussi le problème économique qui se pose parce que les familles dépensent énormément pour soigner les cas de palud, surtout les cas de paludisme grave. Et pour terminer, il y a le système de santé aussi qui empathise sur le plan économique et malheureusement on a des cas de décès. C'est la conséquence ultime. C'est dommage vraiment. C'est dommage. Maintenant, on entend souvent aussi parler de gîte larvaire et après on va parler de votre opération d'ailleurs qui a eu lieu dans ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on entend par gîte larvaire? Un gîte larvaire, c'est un lieu ou un environnement où les moustiques pondent les œufs et où les larves se développent. Et ce sont ces larves-là qui deviennent des moustiques. Et ces lieux-là, c'est souvent les lieux où il y a des eaux stagnantes, les récipients ou les fûts qui contiennent de l'eau pendant longtemps non couverts. Il y a aussi les caniveaux bouchés, sans oublier les mares et les marigots. Ils constituent les lieux des gîtes larvaires. On va voir les images ensemble parce que justement le SP Palud a mené une opération aussi qui consistait justement à pulvériser ces gîtes-là. Voici des images que votre secrétariat nous a rapportées. D'ailleurs, c'était dans quel quartier? C'était dans plusieurs quartiers? C'était dans plusieurs quartiers. Ça s'est passé à Bobo, ça s'est passé à Ouaga également. Et ce sont des gîtes qu'on ne peut pas détruire physiquement. Donc, on utilise des biolarvicides pour détruire ces gîtes-là. D'accord. Et après pulvérisation comme ça, là, ça fait quoi? Les moustiques ne peuvent plus se déposer? Effectivement, ce n'est pas les moustiques, mais c'est les larves qu'on détruit.
C'est quoi maintenant les larves? Les larves, là, ce sont les genres, le développement, ça n'a pas atteint le stade moustique adulte, mais c'est les petits des moustiques qu'on détruit. Voilà. D'accord. Et l'idéal, c'est qu'on ne retrouve plus, en fait, ces genres d'eau stagnante là, devant les concessions. Oui, mais ça, c'est des caniveaux. Là où on faisait, c'était des caniveaux. Mais moi, j'ai vu quelque part, on dirait que c'est devant une concession où c'est pour les toilettes, là. Justement. Parce que là, c'est l'effet de l'homme, quand même. C'est l'effet de l'homme. Souvent, les toilettes qui n'ont pas de puits perdus, fermés, constituent des gîtes larvaires. Donc, voilà pourquoi il faut une hygiène du cadre de vie, le nettoyage, le balayage et surtout le ramassage des ordures pour éliminer hygiéniquement. D'accord. Ouais. Alors, quels sont les dangers justement de ce qu'on voit à l'antenne, de ces gîtes larvaires-là? Vraiment de l'eau stagnante, bien sûr visiblement sale, avec des moustiques qui peuvent se déposer. C'est quoi les dangers? Le danger, c'est que c'est le lieu de prolifération des moustiques, vous le savez. Et qui dit moustique s'expose à des piqûres. S'il y a augmentation de moustiques, il y a plus de piqûres et effectivement beaucoup de transmission de la maladie. Donc la propagation aussi d'autres maladies. Vous avez parlé de la dengue. La dengue aussi est transmise par des moustiques. Donc ces eaux stagnantes ne permettent pas seulement la prolifération des moustiques transmettant le paludisme, mais il y a d'autres moustiques qui peuvent transmettre d'autres maladies. On a parlé de dengue, il y a le chikungunya, il y a le Zika également qui sont transmis par des moustiques. Il y a également la nuisance. Si vous ne détruisez pas les gîtes larvaires, les moustiques vont se développer et ils seront nombreux. Et souvent, ça empêche l'homme de dormir la nuit. Bien sûr. Et même si ça ne pique pas, le bruit même voilà, le bruit même des moustiques constitue des nuisances quotidiennes et perturbe le sommeil de la population. Alors, c'est vrai que là, on a vu des exemples de caniveaux, de fossés, peut-être donc des fosses septiques aussi qui ne sont pas couvertes. Maintenant, il y a que souvent certains ménages peuvent se dire, bon, je n'ai rien de tout ça en fait chez moi, parce que j'ai vu que souvent dans les opérations, le SP Palu part souvent dans des ménages même. Et quand vous visitez les ménages, que ce soit ne serait-ce qu'une boîte de tomates déposée, oubliée quelque part au coin de la maison, des pneus souvent déposés quelque part, ou des bidons découpés, déposés. Quand on jette un peu souvent sans se rendre compte dans les coins de la maison, souvent derrière, mais quand il y a des eaux de pluie, ça stagne là et ça constitue des gîtes larvaires. Effectivement, j'allais en parler. Quand j'ai défini les gîtes larvaires, j'ai parlé de fûts et de récipients non couverts. Oui. Quand on dit fûts, ce n'est pas seulement les jarres et les canaries. Il y a aussi les boîtes, il y a les pneus usés et tout ustensile qui peut contenir de l'eau pendant longtemps non couvert. Donc, lors des opérations, nous demandons aux familles de tout faire pour éviter qu'il y ait de l'eau stagnante dans la cour. Okay. Donc, on appelle ça la destruction physique des gîtes larvaires. C'est ça. Oui. Souvent, même c'est des boîtes de tomates ou des bidons dont on n'a pas besoin. Pourquoi ne pas les jeter au lieu de les garder et puis ça peut nous créer des soucis. Effectivement, surtout les pneus, on change les pneus et on amène les vieux pneus à la maison déposés et il y a l'eau qui stagne là. Ce n'est pas beaucoup d'eau, mais c'est suffisant pour produire des gîtes. D'accord. Et élever des moustiques. Élever des moustiques, c'est Ils vont amener le palu après. Effectivement. On va parler de prévention maintenant, M. Sorgho. Donc, quelles sont les mesures préventives pour les couches vulnérables? D'abord, les couches vulnérables, ce sont les enfants de 0 à 5 ans et les mères et les femmes enceintes. C'est les deux couches. Et concernant les enfants, c'est dû à leur faible immunité et surtout, ils ne sont pas capables de s'autoprotéger. Et les femmes enceintes, la grossesse même constitue naturellement un facteur de baisse de l'immunité. Donc, elles restent vulnérables
au paludisme. Et qu'est-ce que nous faisons pour ces deux groupes vulnérables? D'abord, pour parler des enfants de 0 à 5 ans, Oui. pendant la saison pluvieuse, nous avons une intervention appelée Simio-prévention du paludisme saisonnier. Cette intervention concerne les enfants de 3 à 59 mois et en début de saison, chaque mois, les distributeurs communautaires passent dans les maisons, les concessions, pour administrer ce médicament-là. C'est un médicament efficace et qui est pris en 3 jours. La première prise est supervisée par les distributeurs communautaires et la deuxième et la troisième prise est administrée par les parents. Et cette intervention nous permet également d'associer, d'intégrer d'autres interventions pour lutter contre le palud. C'est notamment la destruction et l'identification et la destruction des sites larvaires dans les concessions visitées. Il y a également les enfants fébriles qui sont dans les plus loin des CSPS, à 5 km des formations sanitaires. Les ASBC ont des TDR et des ACT pour faire le test, pour voir si l'enfant a le palud. Et s'il a le palud, on le traite. Mais si ce n'est pas le palud, on le réfère dans les formations sanitaires. Il y a également que nous recherchons les enfants non nasaux de la vaccination. Vous savez que depuis février 2024, nous avons introduit en routine la vaccination contre le palud, qui concerne les enfants de 5 mois, 6 mois, 7 mois et 15 mois. Donc c'est 4 doses, espacées d'1 mois, et la 4e dose, c'est à 8 mois d'intervalle. Et les DC... Ça, c'est pour les enfants... ok. Ça veut dire que les enfants de 9 à 15 mois, passé cet âge, on ne peut plus faire la vaccination. Non. Okay. C'est-à-dire que si l'enfant a 5 mois, il commence la vaccination. C'est ça. Il doit tout faire pour terminer les 4 doses. Okay. Et l'espace, c'est juste de 0 à 23 mois. Jusqu'à 23 mois, il peut toujours terminer sa vaccination contre le paludisme. Donc, voici des interventions que nous intégrons à la CPS pour pouvoir rechercher les enfants. D'accord. Les femmes enceintes, maintenant, c'est quelles mesures spécifiques? Pour les femmes enceintes, nous avons ce que nous appelons le traitement préventif intermittent, qu'on administre à partir du premier trimestre de la grossesse. Et cette première dose est administrée dans les formations sanitaires par les agents de santé. Et chaque mois, la femme enceinte doit prendre ce médicament. Et pour faciliter cette intervention, nous avons intégré le traitement préventif intermittent au niveau communautaire. Les ASBC, après la première prise de la femme au niveau des formations sanitaires, peuvent continuer à administrer chaque mois ce médicament-là à la femme enceinte chez elle. Et ensuite, il y a la dotation en moustiquaire. Toute femme enceinte qui visite la formation sanitaire pour les consultations prénatales doit bénéficier d'une moustiquaire imprégnée. C'est également aussi pour les enfants de moins d'1 an. Ils bénéficient de la distribution des moustiquaires. Ça, c'est pas la campagne, ça, c'est en routine. D'accord. Voilà. Ok. Ça, et maintenant, pour continuer toujours dans la prévention, pour la campagne, on sait qu'il y a la distribution de moustiquaires aussi, moustiquaires imprégnés. Oui. Quel est le rôle de ces moustiquaires-là? Vous savez que les moustiquaires imprégnés d'insecticides évitent la transmission du paludisme. C'est-à-dire ça protège les personnes qui l'utilisent contre la transmission. Et les campagnes permettent de rendre disponibles ces moustiquaires. Ça permet, surtout les couches vulnérables, aussi qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas s'en procurer. Donc c'est l'occasion de rendre disponible à l'ensemble de la population ces moustiquaires-là. Et l'utilisation des moustiquaires nous permet de réduire le nombre de cas. Je vous ai parlé de l'incidence
qui est toujours élevé à 400 et quelques pour 1000 habitants, si nous utilisons ces moustiquaires-là, nous pouvons contribuer à la réduction de la transmission du paludisme. Et peut-être pour information, est-ce que c'est cette année qu'il y aura distribution de moustiquaires? Effectivement, cette distribution se fait tous les 3 ans. Et je pense qu'on l'a fait en 2022. Oui. Donc en 2025, ça doit intervenir. Ça doit intervenir. Nous sommes là-dessus. Et peut-être que d'ici juin, ça va se réaliser. D'accord. Alors, toujours dans la prévention, parce qu'on sait qu'en saison pluvieuse, généralement c'est en saison pluvieuse qu'il y a tellement d'activités aussi donc de prévention, que vous êtes beaucoup actifs aussi, parce que la saison pluvieuse c'est la saison aussi du paludisme, comme on le dit. Quelles sont les mesures aussi que vous avez adoptées pour renforcer cette période? Bon, pendant la période de pluie, vous savez tous, comme on a dit que les moustiques se développent dans les eaux stagnantes. C'est ça. Donc c'est une période où vous avez la multiplication des gîtes larvaires. C'est une période aussi où nous avons la hausse de la population, je l'ai dit souvent, la population en moustique. Et c'est la période aussi où le climat est favorable à la reproduction des moustiques. Et il y a l'augmentation des piqûres à cette période-là. Et quelles sont les interventions? Je l'ai déjà dit. En plus des moustiquaires que nous sensibilisons la population de dormir sous moustiquaires, il y a la symioprévention du paludisme saisonnier qui est aussi faite durant toute la saison des pluies. Et aussi, on profite de cette période-là pour sensibiliser la population à rendre leur cadre de vie hygiénique, à détruire les gîtes larvaires dans les concessions et au cours des concessions. Et s'il y a des mares autour des concessions, nous avons souvent des campagnes de pulvérisation intradomiciliaire et aussi des campagnes de pulvérisation spatiale qui se passent au niveau des districts de l'ensemble de la région. Mais ça, c'est au programme de vos services, hein? Oui, mais pas dans généralisé. C'est presque généralisé parce que dans les districts, il y a le matériel pour la PID, pour la pulvérisation intradomiciliaire. Il y a également à Ouaga et à Bobo, et il y a les machines pour la pulvérisation spatiale. Voilà. Donc, c'est des campagnes que nous faisons souvent. Alors, donc, quels sont en fait les principaux défis à relever dans la lutte contre le paludisme aujourd'hui? Les défis, comme vous le savez, nous visons l'élimination du paludisme d'ici 2030. Donc, au regard de l'incidence, nous avons un défi concernant la réduction de l'incidence des cas de paludisme. Voilà. Il y a également la disponibilité des intrants. C'est bien vrai qu'il faut prévenir, mais on n'arrive pas à bloquer la transmission du paludisme. Donc, il faut disponibiliser des intrants pour pouvoir prendre en charge les cas. Donc, la disponibilité des intrants de lutte contre le paludisme est un défi. Il y a également l'augmentation de la couverture en MILDA chez les enfants de moins de 1 an et les femmes enceintes. Je vous ai dit que c'est en routine que nous distribuons ces MILDA là. Mais jusqu'à présent, il y a des enfants qui échappent à notre système et qui ne bénéficient pas de ces MILDA là. Donc c'est un défi pour nous. Il y a également l'augmentation de la couverture vaccinale, surtout le vaccin contre le paludisme. Vous savez qu'on l'a introduit en 2024, mais on observe surtout une baisse de cette couverture de la première dose à la 4e dose. Alors que si l'enfant ne reçoit pas l'entièreté des doses, nous ne pouvons pas assurer qu'il est couvert contre le paludisme. Et il y a également la disponibilité des données de qualité. Vous savez que c'est les données qui nous permettent souvent de prendre des décisions. Si ces données ne sont pas de qualité, ça peut amener à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes.
Voici en gros ce que je peux dire sur les défis. Les grands défis arrivent. Est-ce qu'il y a des autres innovations aussi que vous envisagez dans la lutte contre le paludisme, dans la prévention et dans le traitement? Oui, les innovations, c'est ce qu'on a introduit, par exemple, la recherche des enfants non à jour, la destruction des sites larvaires, la prise en charge du palu au niveau communautaire. Nous pensons que si au niveau communautaire, le palu est pris en charge, normalement, on devrait réduire le nombre de cas de paludisme grave. C'est parce que les gens consultent souvent tardivement que nous avons des cas qui arrivent au niveau des formations sanitaires dans un état pas possible et qui augmentent le nombre de décès. Ensuite, il y a l'amélioration de la prise en charge adéquate aussi pendant la CPS. Je vous ai dit que la première dose est supervisée, mais les 2 autres doses sont données par les mères. Et on dit souvent de donner à la même heure que la première dose. C'est ça. Et souvent, les parents n'arrivent pas à respecter. Non seulement on ne dort même pas, même si vous donnez et que ça ne correspondait pas à l'heure, ça allait aller. Donc, nous souhaitons... Il faut que la sensibilisation passe, parce que des gens aussi ont des idées reçues se disant que c'est pas bon, justement, le médicament n'est pas bon, tout ça. Les gens pensent que ce qui est gratuit n'est pas bon. Alors que c'est pas gratuit. C'est pas gratuit en fait. C'est ça. Il y a des partenaires qui payent, il y a l'État qui paye également. Donc, les produits sont payés et c'est au niveau de la CAMEC. Et c'est les mêmes produits qui se trouvent là-bas qu'eux, ils partent payer. Alors que ça, c'est parce qu'on a subventionné et que c'est donné gratuitement, ils disent que c'est pas bon. Sinon, les produits sont efficaces et c'est prouvé ailleurs. Donc, nous souhaitons que les parents insistent sur l'administration des 2 autres doses. Il y a aussi le respect des directives par nos prestataires. Souvent, on a dit de donner les moustiquaires aux enfants de moins d'1 an. Ce n'est pas respecté. Souvent, les femmes enceintes, ce n'est pas totalement, puisqu'on n'a pas une couverture de 100%. Il y a partenaires aussi, au niveau des centres des CSPS. Des CSPS. Okay. Voilà. Il y a aussi le respect des directives, le protocole de traitement. Souvent, vous allez voir, on fait le TDR. Le TDR est négatif, mais quand même, on traite le palu. Ça aussi, c'est pas juste. Donc, nous voulons que les gens respectent les directives pour permettre vraiment de prendre en charge les cas confirmés. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Sorgho. Alors, notre temps est terminé. Donc, on va néanmoins vous permettre un mot de fait, peut-être des derniers conseils encore à l'endroit de la population. D'abord, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites pour sensibiliser la population. Je remercie le PDG de Savane Média, l'ensemble du personnel. Et je tiens à remercier également la population pour leur adhésion aux différentes interventions que nous menons. Mais nous les demandons toujours de garder et de persister surtout sur l'hygiène et l'assainissement du cadre de vie. Nous ne pouvons pas éliminer le palu dans la saleté. Il faut que nous détruisons les sites larvaires, surtout pendant la saison des pluies. Tous les récipients du moins que nous n'avons pas besoin, tous les vieux pinets que nous n'utilisons pas, ce n'est pas la peine de garder dans la maison. Et ne laissez pas de l'eau dans un récipient non fermé et ne gardez pas aussi longtemps l'eau, même l'eau de boisson, sans renouveler fréquemment. Voilà. Donc tout ce qui est eau stagnante, c'est mieux de détruire. Vous allez voir que le nombre de cas de palu va diminuer. Merci. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Alors, je rappelle que M. Émile Sorgho est conseiller de santé au département prise en charge et prévention médicamenteuse au secrétariat permanent pour l'élimination du palu, SP Palu. Alors, point final pour l'entretien d'aujourd'hui. Donc, on s'arrête là pour l'entretien. Mais nous poursuivons puisque tout à l'heure, on va parler sécurité routière et Honoré Onadja sera là pour les rendez-vous du week-end. On marque juste une petite pause et puis on revient.
De retour sur ce plateau et cette chronique, justement, sécurité routière, nous sommes avec M. Hippolyte Tapsoba de Victoire Auto-École. Bonjour. Bonjour Madame Nkiema. Alors, bienvenue à ce nouveau numéro donc, de sécurité routière, histoire de vous conseiller encore. Et je rappelle que M. Hippolyte Tapsoba est de Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis. Aujourd'hui, on s'intéresse au langage, pour ne pas dire la communication entre conducteurs pendant la conduite donc, des véhicules. C'est important de connaître. C'est quel type de langage que ces conducteurs utilisent, M. Tapsoba? Ok, alors donc... nous allons commencer et par la suite vous allez comprendre. Et sinon, le langage entre chauffeurs pendant la conduite est une forme de communication non verbale et verbale. C'est-à-dire communication verbale, communication non verbale, qui vise à faciliter la circulation routière et assurer la sécurité de tous les usagers. Ok. Voilà. Pour éclairer peut-être davantage, c'est quoi est-ce qu'on appelle communication non verbale et ça se compose de quoi? Alors ici, nous allons commencer par la communication non verbale, c'est-à-dire, par exemple, l'usage du clignotant. Et quand l'usager précédent signale son intention d'aller à gauche, il va regarder dans le rétroviseur, se déporter à gauche s'il y a lieu et laisser assez d'espace à droite. S'il n'y a pas lieu, il ne serrera pas trop à gauche. Et en ce moment, moi, je serre à droite et je peux passer sans problème. Autrement dit, s'il met son clignotant à droite, cela veut dire que je ne dois plus aller vers la droite. Donc, je vais me déporter légèrement à gauche sans dépasser la ligne médiane. Et puis, j'attends pour tourner à ma droite. C'est-à-dire que le clignotant, c'est pour changer de direction ou encore de trajectoire. Vous savez, même pour éviter, par exemple, un cycliste ou bien un tas de sable qui est posé sur la route, on est obligé de mettre le clignotant. Et ceux de derrière doivent prêter attention et ne pas vouloir effectuer un dépassement en ce moment-là. Sinon, un accident peut arriver. Ensuite, nous avons les feux de détresse. Les feux de détresse, quand on les utilise, c'est pour signaler une panne. Feu de détresse ou triangle de sol, c'est la même chose. Le triangle de sol aussi, c'est un objet de communication. Et quand il est placé, ou bien quand le clignotant fait de danger signale, ça annonce que soit le véhicule est en panne, accidenté, ou bien une partie de votre marchandise tombée sur la chaussée, ou encore lorsque vraiment on est en urgence. Il arrive souvent que y a certains véhicules qui sont très très pressés pour une raison ou pour une autre que je ne connais pas, alors peut mettre les feux de détresse pour signaler vraiment leur intention d'aller plus vite. Donc en ce moment-là, on peut faciliter leur passage. Alors il y a également le klaxon. Alors pour attirer l'attention des autres usagers sur un danger imminent, vous savez, en ville, on ne doit pas klaxonner. Mais quand vous voyez par exemple que l'usager qui est devant vous ne regarde pas de votre côté et a l'intention, notamment les piétons ou cyclistes, voilà, il faut klaxonner pour lui dire de ne pas traverser parce que vous aussi vous êtes en train d'arriver. C'est une forme de communication. Alors il y a aussi les appels de phare. Les appels de phare, quand on fait code phare, d'aucuns croient que code phare c'est une ampoule. Non, c'est le fait de faire le geste de soulever le phare, baisser. Qu'on appelle code phare. Le vrai terme c'est code phare, c'est pas code phare. C'est code phare. Et ça veut dire quoi? Cela veut dire quand on fait cet appel-là, c'est pour signaler un danger, demander un passager à avertir un autre conducteur. C'est-à-dire, il arrive souvent que, par exemple, il y a, faut lui dire non, faut pas venir. Ou bien, patiente-toi. Ou encore, je te laisse passer. Je te dis de te laisser passer. C'est vrai que souvent, quand on est à pied, voilà, il y a des gens qui peuvent soulever leur code phare. Code phare. C'est un geste bon de feu. Terme. Voilà. Ok, un geste de feu et puis pour vous dire de passer. Voilà. Ok. Alors, maintenant, il y a les feux de recul. Quand vous voyez le feu de recul d'un véhicule allumé, cela veut dire tout simplement qu'il est en train de vouloir aller en marche arrière. Donc, il faut prêter attention pour qu'il n'y ait pas d'accident. Alors, l'usage des feux de position.
les feux de position les signalent lorsque le véhicule est stationné de façon irrégulière sur la voie publique. Et pour qu'il soit bien vu à 150 mètres environ, alors on allume les feux de position, surtout lorsque la visibilité est réduite. Alors, il y a aussi les gestes des mains. Souvent, vous voyez, des enfants peuvent être en train de traverser, alors on peut faire un geste de main. Il y a éventuellement la police qui fait des gestes de main pour dire au conducteur de passer, de ne pas passer, ou bien de ralentir l'allure, ou bien souvent il peut indexer un véhicule, dire c'est ce véhicule-là qui doit passer, les autres doivent attendre. Souvent même votre feu est rouge, mais quand ils font ces gestes-là, ils vous permettent de passer malgré le feu rouge, parce que tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'accident. Alors donc, ce sont des gestes qui parlent aux autres conducteurs. Alors, il y a éventuellement les feux de stop. Quand vous suivez quelqu'un, il faut laisser un intervalle suffisant d'au moins 2 fois la dizaine de la vitesse. C'est-à-dire, la dizaine de la vitesse multipliée par 3, ça fait... Donc, on prend par exemple 40. La dizaine de 40, c'est 4. Que l'on multiplie par 3, c'est 12. Oui. Mais on dit de laisser au moins 2 fois. Au lieu que ça soit 12, donc 12 c'est 24. C'est plus sûr. C'est plus sûr. Comme ça, si le véhicule précédent freine et que les feux de stop s'allument, alors vous aurez le temps de vous arrêter sans le percuter par derrière. Alors, donc voilà à peu près la communication non verbale. Ok, communication non verbale. Donc on communique avec les véhicules, les éléments du véhicule. Voilà, parlons maintenant de la communication verbale entre conducteurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Alors, la communication verbale, il y a les radios par exemple qui permettent une communication vocale directe entre conducteurs. Ça, c'est dans les chantiers, par exemple. Et ils ont des talkie-walkie qui les permettent de communiquer entre eux. Et donc, conducteurs de camions, de transport en commun ou les taxis, notamment. Bon, il y a la salutation. Et vous savez, quand on dit à un conducteur « bon voyage, bon retour », cela veut dire qu'il doit prêter beaucoup plus attention pour ne pas faire un accident. Comme ça, il va faire un bon voyage et un bon retour. Donc, si vous avez souhaité ça, vous devez vous mettre dans la tête que ce n'est pas pour rien qu'il vous a dit ça. Alors, donc, c'est pour que vous ayez un comportement vraiment respectable. Voilà, c'est cela. Voilà. Ensuite, il y a aussi, faites attention à la route ou à la vitesse. C'est-à-dire, un conducteur, quand il roule, il doit essayer de... Par exemple, dans les virages, ce n'est pas le virage qui doit négocier le conducteur, c'est le conducteur qui doit négocier les virages, c'est-à-dire en réduisant l'allure et en circulant avec prudence. Il y a également la vitesse. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement en tenant compte de l'état de la route. Alors, j'ai pris la route la dernière fois. Les transports en commun dépassent les voitures. Vous êtes par exemple à 80-90, ils arrivent, ils vous dépassent mine de rien. Alors, cela veut dire qu'ils font la vitesse. C'est ça. S'ils ne faisaient pas la vitesse, ils ne pouvaient pas te dépasser à 90 à l'heure en mine de rien. Voilà. Ok. D'accord, donc il faut faire attention. C'est cela. Alors, quel est le mot de fin ou la conclusion? Alors, tout conducteur doit mettre tout en œuvre pour que la communication soit en tout cas un élément de la sécurité routière. C'est-à-dire il faut vraiment communiquer. Il faut communiquer avec les autres. Et même souvent communiquer avec les autres usagers de la route. Pas seulement entre chauffeurs, mais communiquer aussi avec les autres usagers de la route. Leur dire de ne pas venir, de passer, ou bien, mais avant de dire à quelqu'un de passer, il faut s'assurer que la personne en passant, il n'y aura pas d'accident avant de faire un geste. Voilà. Alors, il y a éventuellement, il faut veiller à l'entretien. Nous avons cité des feux, des klaxons et autres. Alors, il faut veiller à l'entretien de tous ces éléments-là. Et au besoin même, pourquoi ne pas les essayer avant la prise de la circulation, c'est-à-dire avant de prendre la route. Voilà. Ok.
alors il faut éviter les injures. Souvent, vous allez voir dans la Ça conduite... aussi, c'est une autre communication, hein, Oui. même si c'est une communication négative. Oui. Il y a des gens qui se lancent des insultes comme ça. Mais vous savez que quand vous Intéressant. insultez quelqu'un, après, il va mal digérer ça. C'est vrai. Et s'il digère mal, il n'est plus dans la circulation. Il est en train de penser à ce que vous l'avez fait. Et en ce moment, il peut avoir un accident. Alors, chacun doit essayer de se contenir pour essayer de ne pas dire des mots mal déplacés, hein, de manière à vexer l'autre. Sur le champ, le gars peut dire non, c'est pas un problème. Mais après, il se dit, mais le gars, il m'a pris pour un con. Et finalement, il va passer tout le temps à réfléchir sur ça et oublier la route. Et là, c'est un problème aussi. C'est dangereux. Voilà. Donc, D'accord. communiquer pour construire et non pour détruire. Ne pas donner la route à quelqu'un pendant que c'est impossible. C'est-à-dire, quand le gars vous demande la route, et par exemple, il klaxonne pour dire je vais dépasser. Vous-même, vous voyez que devant, il y a un virage, il y a une montée, il y a vraiment un obstacle, la visibilité est réduite. Ne lui donnez pas la route. Si vous lui donnez la route et qu'il s'engage, il fait un accident, alors ça sera de votre faute. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Tapsoba, d'être passé Ok. sur notre plateau. Merci pour les conseils. Merci. Et voilà, on va prêter attention maintenant à la communication entre conducteurs. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et merci à Victoire Auto-École pour cette chronique sécurité routière de tous les vendredis. On va maintenant marquer une pause, le temps de retrouver Honoré Onadia qui sera là pour nous donner les rendez-vous du week-end. La suite de cette émission, donc le jingle annonce justement Honoré Onadia, les rendez-vous du week-end, présentés par son honorable Honoré Onadia. Bonjour Honoré. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. On souhaite un bon Juma Moubarak, que le bon Dieu, dans son infinie bonté, exauce nos différents vœux et qui nous permet tout en chacun de nous de semer cette graine de l'amour dans les cœurs des Burkinabés pour qu'enfin elle germe et ramène la paix ici au Faso. Merci beaucoup. Alors, nous débutons avec un événement qui est à sa 9e édition, le festival Vemao. Tout à fait, le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou bat son plein du côté, bien sûr, de Samba, précisément sur le terrain Naba Kwanga de Samba. Un festival qui se veut être rassembleur, car c'est un festival qui prône l'union entre les fils et les filles de Samba, mais également qui valorise notre culture. À cet effet, pour cette 9e édition, les artistes ont répondu présents à notre appel et décident comme ça de venir s'exprimer, partager leur savoir-faire avec tous ces festivaliers qui vont effectuer le déplacement chaque soir du côté du terrain de Naba Kwanga de Samba. Et parmi ces artistes, on peut citer Kayaoto, Ahmed Simani, Zedmo, Frankie Degam, Floman Boy, Wendy Desi Bofola, et Ali Veruti, David Solo, Bamradi, Wendabo, Boris Nam, pour ne citer que cela. Alors, nos portes sont ouvertes tous les jours à partir de 10h et ce jusqu'à minuit pour réserver un maximum de surprises, en tout cas à toutes ces personnes-là qui vont effectuer le déplacement. Retenez que le festival a débuté depuis hier 29 et continue son bonhomme de chemin ce jusqu'au 1er. Alors déplacez-vous chaque soir pour vivre pleinement la 9e édition du Vemao. Alors, et on parle maintenant de la 5e édition du Fescus. Entendez par là le Festival de Culture Saint également qui est à sa 5e édition et qui bat son plein du côté bien sûr du Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. Alors ce festival également voit la participation d'artistes burkinabés qui viendront également aussi partager leur savoir-faire. Entre autres on peut citer Kiboussi Zerbo, Siksak, on peut citer également El Machine, on peut citer des artistes comme Karamogo Scooter, des artistes comme Maxime Dalla. Thomas People sera de la partie pour nous citer que cela. Alors, pour ceux-là qui sont, voilà, pas tellement loin de Jean-Pierre Guingané, on va vous demander d'effectuer le déplacement ce jusqu'au dimanche pour accompagner, voilà, ce grand initiateur qui n'est autre que le général Toé, qui a décidé de valoriser sa culture puisqu'il est Samo. Il décide comme ça, voilà. Le festival de nos esclaves sur nous, notre plateau. Alors, vive la parenté à plaisanterie. Alors, c'est une manière à nous, voilà, de l'accompagner et demander, voilà, à nos chèmes aussi là d'effectuer le déplacement, voilà, pour prouver à
ce SAMU-là, voilà, que vous êtes et vous demeurez les chefs. Voilà. Donc voilà, à toute cette population burkinabé, nous vous demandons d'effectuer le déplacement. Et les portes là sont à partie ouvertes chaque matin. Permettez à tous ces festivaliers là de découvrir davantage sur la culture sans, mais également venir retrouver ces artistes là qui nous accompagnent pour cette 5e édition du Fescusa. Et bien sûr, quand on aime la vie, on va au cinéma également, comme tu as l'habitude de le dire. Qu'est-ce qui est prévu? Du côté du ciné Nerwaya, c'est le film Braquage à Ouaga, un film de Abdul Aziz Nikema. C'est ce film-là qui vous est proposé depuis le 26 et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 1er, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Du côté du ciné Burkina, cette fois-ci, on vous propose le film Timpi Tampa. C'est ce film-là de Adama Benita Asso. C'est ce film-là qui vous est proposé depuis le 26 et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 1er, aux séances également de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500. Et maintenant, les rendez-vous de la maison. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà à partir de 11h, votre émission cadeau du jour. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour participer à l'émission. On va vous demander de deviner une somme qui sera comprise entre. On va vous le découvrir à partir de 11h. Appelez, participez à l'émission et si toutefois on a un gagnant, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau. La rétrospective du soirée à la télé, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective du soirée à la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. La rétrospective des pensées et proverbes partagés par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h du côté de la radio. Alors nous allons vous demander, voilà, du côté plutôt de la télévision, nous allons vous demander d'être fidèle à ces programmes car le maestro, le capitaine Rasmane Nikema, accompagné bien sûr de Barthélémy Cabré, se feront le plaisir de vous présenter toutes ces différentes rétrospectives. Quant au rendez-vous de l'information, demain une émission spéciale puisque nous serons en direct de l'enceinte du palais du chef, voilà, coutumier de Kamsonguin et le Nabaska pour le Nabaska de son excellence le Kamsong Naba Kiba, ministre de sa majesté le Moro Naba Bongo, empereur des Mossi. Et le thème qui a été retenu pour ce Nabaska est le suivant: éduquer les enfants et les jeunes à cultiver les valeurs endogènes, une nation culturelle sûre au cœur de la propriété de notre tradition et bien sûr voilà de notre nation et bien sûr nous allons prôner l'union, la tolérance et la paix tout au long de ce Nabaska. Alors en direct voilà de Savane Média pour vous dire tout simplement qu'on a décidé d'être la puissance de la communication et de se rapprocher encore plus de nos téléspectateurs et téléspectatrices, mais encore de nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, Honoré. Merci à vous et excellent week-end. Rendez-vous du week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à toi aussi. Permets-moi juste quelques temps de dire merci aussi à toute l'équipe de semaine. Cette semaine, pilotée par Mariette Kokwaga en réalisation. Merci beaucoup à Joseph Kabouré au son, Laura toujours à la production. Et on dit merci à Aurélie Somtori qui a assuré le maquillage cette semaine. On dit merci à toutes les équipes en salle de production, en salle de diffusion, en salle donc de montage et puis bien sûr à la rédaction pour l'accompagnement toute la semaine. Allez, à lundi, prenez soin de vous et que ça.